Bonjour et merci d'être si nombreux pour cette rencontre autour d'un thème à la fois technique et très transversal, à savoir la blockchain et le climat. Et pour parler de ce thème à la fois technique et qui concerne tout le monde, nous avons deux invités. Nous avons à ma gauche Stéphane Voisin. Et nous avons à ma droite Vincent Rabaron. Je vais vous présenter nos deux invités, puis après nous discuterons avec eux autour de ce thème. Et ce que je vous propose, c'est que à la fin de cet échange, je vous passe la parole pour d'éventuelles questions, voilà, à nos deux experts. Alors Stéphane Voisin, vous êtes spécialiste de finances climatiques. Vous avez travaillé dans ce domaine depuis de nombreuses années, mais depuis quelques mois, vous travaillez sur un projet qui a à la fois un volet de start-up, de projet d'entreprise, et un projet plus de recherche autour du climat, de la finance et de la blockchain. Vincent Rabaron, vous êtes ingénieur de formation et vous avez travaillé plusieurs années dans l'industrie de la construction. Depuis 3 ans, vous êtes au sein d'une structure qu'on appelle Pure Projet et dont vous êtes le directeur général adjoint et vous travaillez avec les entreprises sur ces questions de développement durable, de financement climat et de toutes ces choses dont nous allons discuter. Alors, une question toute simple à laquelle je pense, Stéphane, vous allez pouvoir nous éclairer. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est la blockchain, en fait, assez rapidement et de façon explicite? Voilà, qu'est-ce que c'est que la blockchain? Bonjour. Effectivement, j'imagine que la plupart d'entre vous ne savent pas de ce dont on parle. Bon, pour vraiment les béotiens, je pense que vous avez tous entendu parler de la monnaie, de la crypto-monnaie qui s'appelle Bitcoin. Bon, la Bitcoin est assise sur un protocole qui est une blockchain. Et fondamentalement, alors la Bitcoin, tel que le protocole qui a été inventé par Satoshi Nakamoto, je ne me souviens jamais de son nom, dont on ne sait pas très bien qui c'est, et sans doute un groupe d'ingénieurs qui a voulu en fait monter un projet assez libertaire, qui est une alter-monnaie, qui est sa propre existence, et elle se caractérise par quoi? Par des transactions extrêmement sécurisées, par de la traçabilité, par la capacité à faire de la création monétaire, puisque le Bitcoin n'est pas adossé à une monnaie en particulier, mais c'est un processus de création monétaire propre, et c'est en ça que c'est très libertaire, totalement dédouané, isolé et décorrélé de toutes les autres formes de monnaie. Et c'est un processus essentiellement collaboratif. Voilà. Et c'est par essence un tiers de confiance en soi, puisque potentiellement, et c'est réellement dans l'intention des fondateurs du Bitcoin, c'est un processus qui peut s'affranchir des monnaies existantes. Voilà. Est-ce que vous pourriez prendre un exemple précis d'un usage de la blockchain, un exemple concret de comment ça fonctionne, en fait? Alors, peut-être l'autre nom commun de la blockchain, c'est DLT pour Distributed Ledger Technology, et qui est à mon avis, peut-être plus efficace pour comprendre ce qu'est la blockchain. C'est essentiellement un registre. Donc, un registre qui est décentralisé, distribué. Donc, distribué, vous entendez collaboratif, et qui a pour principaux bénéfices d'être totalement traçable, relativement transparent, bien qu'on ne sait pas forcément qui se cache derrière chaque portefeuille, derrière chaque wallet. Et à partir de là, on peut imaginer de mettre sur ce registre, qui devient de facto un tiers de confiance en soi, beaucoup de choses existantes. Là, alors ça va, il y a un projet assez emblématique aux États-Unis qui consiste à ubériser Uber, et qui est un projet de plateforme qui met directement en relation les usagers avec les chauffeurs de voitures, et qui s'affranchit en fait d'une plateforme centrale qui a tendance à capturer la rente, puisqu'il prend entre 20 et 30%
de l'ensemble des courses. Et là, à travers la blockchain, il y a non seulement cette idée de traçabilité, de transparence, mais aussi de mettre directement de mettre directement en contact les usagers avec les chauffeurs. Il y a un projet que porte en ce moment, dans un autre domaine totalement différent, un projet que porte la SACEM sur l'enregistrement des droits des auteurs-compositeurs. Je pense à un projet sur le vin. Vous ne savez peut-être pas, mais il y a énormément de fraude sur les bouteilles de vin, en Asie notamment. Près de 20% des bouteilles de vin sont des fausses bouteilles de vin. La bouteille de Bordeaux, premier cru en Chine, la bouteille vide, coûte $100 elle-même. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment de fraude derrière. Il y a un projet pour blockchainer le vin et de s'assurer que lorsque vous ouvrez une bouteille de vin, vous avez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un projet dans l'art aussi pour authentifier les œuvres d'art. Et puis ensuite, il y a évidemment énormément de projets financiers sur les systèmes de paiement. Il y a un consortium de banques qui s'est monté sur tout ce qu'on appelle la gestion des infrastructures de marché après post-trade, c'est-à-dire en fait tout ce qui est règlement, livraison. Ça fait énormément de sens parce qu'aujourd'hui, les règlements de livraison, c'est 2 à 3 jours. Et avec la blockchain, on peut espérer de pouvoir réduire ça à quelques minutes, peut-être quelques heures pour le moment, mais après quelques minutes. Donc, ça permet d'aller vers le mouvement d'instantanéisation du marché financier, de temps réel du marché. Donc voilà, il y a toute une gamme. Alors, il y a peut-être un projet aussi, on peut le noter, il y a un projet évidemment, c'est sur tout ce qui est acte notarié, ça fait aussi tout ce qui est consignation en tant que tel. Et c'est bien la raison pour laquelle la Caisse des dépôts et des consignations s'y intéresse. Ça fait énormément de sens. Et dans les pays, notamment les pays du Sud, où le cadastre n'est pas bien établi encore, où les systèmes administratifs ne sont pas efficients, la blockchain peut servir, par exemple, pour cadastrer le foncier. Il y a un projet au Ghana, notamment, de cadastrage du foncier. Donc, vous voyez, il y a des applications extrêmement... On voit toute une palette d'applications possibles pour cette technologie. On peut appeler ça une technologie. Hein. J'aimerais, Vincent, encore essayer de rendre les choses peut-être plus concrètes en s'approchant un peu du cœur de notre sujet, c'est-à-dire être autour du climat et du développement durable, et que vous nous expliquiez notamment dans le cadre du projet que vous gérez, Pure Projet, comment cette blockchain peut être utilisée très concrètement, à quoi elle sert, comment ça fonctionne, en prenant un exemple très concret sur lequel vous travaillez. Oui. Donc nous, Pure Projet, on est un opérateur de projet d'in-setting. Ce qu'on appelle l'in-setting, c'est une approche qui consiste à accompagner les entreprises à préserver, régénérer les ressources agricoles, les écosystèmes naturels dont elles dépendent. Donc et de plus en plus, cette approche transformative est implémentée par de nombreuses entreprises qui s'intéressent de plus près, évidemment, au capital naturel qui va aux impacts, à leurs impacts, à leur dépendance vis-à-vis du capital naturel. Donc, quand on dit ça, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je suis une entreprise agroalimentaire ou de cosmétiques, avant, je faisais peut-être que du marketing, j'avais des fournisseurs, je ne m'intéresse pas forcément à la traçabilité de la filière et à sa performance socio-environnementale. Et de plus en plus, on voit ce mouvement de besoin de traçabilité. Et donc, nous, on va remonter ça et développer en amont des projets de renforcement socio-environnementaux, communautaires, avec les agriculteurs, les fermiers, pour restaurer, régénérer, préserver les écosystèmes socio-environnementaux dont dépendent ces filières. Donc, la vision peut-être de demain de l'entreprise, c'est une entreprise qui va intégrer ses dépendances au capital naturel et humain dans son activité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et en le faisant, on va créer de la valeur sociale, environnementale et économique. Dans une création de valeur économique, si je prends un exemple concret d'un programme d'in-setting qui en travaille, par exemple, avec l'entreprise L'Oréal, qui a des fortes dépendances vis-à-vis de ressources naturelles. Vous parlez de la dépendance des ressources naturelles dans la fabrication de ces produits cosmétiques, oui, c'est-à-dire tout ce qu'elle va ponctionner de l'environnement, tout ce qu'elle va prendre et transformer pour aboutir à des produits qui seront commercialisés dans le monde entier. Donc sur ce cas-là, précisément... En amont de quasiment chaque produit ou service qu'on achète, il y a toujours en amont de ça une ressource naturelle au sens large, c'est-à-dire environnementale, naturelle et sociale, c'est-à-dire des producteurs en amont qui sont toujours les plus fragiles et les moins résilients, et c'est à eux qu'on fait porter tous les risques. Aujourd'hui, on arrive un petit peu à la limite du système. L'amont du système ne peut plus supporter les externalités qu'on lui impose.
Donc les entreprises ont un intérêt à préserver et à prendre bien soin de cet amont-là. Donc voilà, avec par exemple une entreprise comme L'Oréal sur la cosmétique, on va remonter la chaîne, créer des filières durables jusqu'à la coopérative agricole qui produit par exemple du riz avec laquelle on va faire une huile végétale. On va acheter cette huile de riz de manière équitable selon les standards typiquement proposés par Fairtrade. Et on va s'intéresser à la résilience de l'écosystème et par exemple proposer de réintroduire l'arbre dans la culture du riz en développant des projets agroforestiers de restauration d'écosystèmes dégradés qui vont permettre de séquestrer du carbone et de réduire aussi l'empreinte climatique de l'entreprise tout en régénérant sa filière. Alors, comment la blockchain s'infiltre dans ce système qui tente d'être vertueux par rapport à la préservation de l'environnement? Comment ça se passe? Donc, la création de valeur sociale et environnementale, elle se fait en amont. Et si on veut créer de la valeur économique, on est à un moment tout naturellement amené à faire redescendre les activités projets, les impacts mesurés qui sont générés par le projet. Et à un moment donné, on arrive à la communication interne, externe, ou à des KPI de performance, soit du reporting extra-financier. Et là, c'est là où arrive la menace du greenwashing. C'est-à-dire, il n'y a pas de normes, tout le monde va dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, et quelque part, ce n'est pas vérifiable. Quand quelqu'un dit j'ai fait ci, ce n'est pas forcément la même valeur que quand un autre l'a dit. Et donc, en fait, on s'aperçoit la nécessité d'avoir un tiers de confiance qui permet de dire je claim ça, et c'est valable, c'est transparent, c'est inviolable, c'est public, et ça ne dépend plus de l'entreprise. Donc à partir du moment où on développe un projet d'insetting, il faut que le claim soit extrêmement solide et indépendant de l'entreprise. Donc le blockchain, c'est un coffre-fort transparent, vous le disiez tout à l'heure, et c'est un outil. Au-delà de là, il faut auditer les projets, etc. Il faut que le claim de moyens ou le claim d'activité ou de résultat soit cohérent. Et après, il faut pouvoir l'enregistrer quelque part, un registre qui soit transparent, public, inviolable, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut plus le modifier après, sinon 3 ans après. Et in fine, il faudrait qu'un journaliste ou un lanceur d'alerte puisse consulter ce registre et bien vérifier que quand l'entreprise dit « je claim ça, je claim tel bénéfice que moi j'ai contribué à créer », ce soit juste, transparent, factuel et pas de la communication exagéré d'un impact ou d'une surpromesse. Voilà. Et donc, on a la vocation d'utiliser le blockchain comme un registre qui permet ça. Après, d'autres outils permettent de répondre à ce besoin. Ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est l'aspect décentralisé. L'autre manière de le faire, c'est des registres centralisés, donc qui sont très bien aussi. C'est une banque, par exemple, mais forcément, elles dépendent d'un acteur central qui a ses défaillances possibles. Et nous, on aime beaucoup cet aspect de transparence collaborative, décentralisée, indépendant des acteurs. Ouais. Je rebondis sur cet exemple qui est très, je trouve, qui montre bien en fait comment sa technologie peut s'insérer et peut servir. Il y a l'aspect de montrer ce qui est fait et de s'engager à dire on fait ça et on met nos résultats dans un endroit qu'on ne pourra pas manipuler, qui pourra être consultable. Et donc, c'est vrai que c'est très vertueux pour des projets de développement durable, de protection de l'environnement. Si on va un peu plus dans le climat au sens de la gouvernance climatique, parce que on a bien vu avec la COP21 que la gouvernance climatique, elle avait besoin d'engagement, elle avait besoin de lois, elle avait besoin que ces lois soient respectées. Et je sais, Stéphane, que vous avez travaillé sur cette question, vous avez réfléchi sur cette question, en fait, de comment est-ce que la blockchain peut prendre le relais, non pas d'initiatives privées, mais carrément d'État. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur cet aspect? Absolument. L'idée, c'est que les négociations climatiques, elles ont besoin de tout ce que vous avez dit, mais elles ont aussi besoin de quelque chose de très important, qui est le consensus. Et vous avez pu vous en apercevoir au cours des dernières COP, il n'y a pas toujours de consensus. Or, la blockchain, c'est une formidable machine à fabriquer du consensus. Et c'est en ça que la blockchain nous a paru un outil avant la capacité de faire du registre, avant la capacité de faire de la certification, tout ce qu'on a dit auparavant. C'est cette capacité d'une DLT ou d'une blockchain à fabriquer du consensus.
Voilà, un petit peu comme on peut imaginer que, enfin, pas besoin d'imaginer, on peut constater, observer que Wikipédia, finalement, fabrique du consensus, bien que ça ne soit pas une blockchain. Mais Wikipédia pourrait très bien être mis sur une blockchain. Et donc, à partir de là, on a imaginé, on a lancé une initiative de recherche qui est aujourd'hui pilotée par l'Institut Louis Bachelier, en coordination avec l'école des Ponts et Chaussées et l'Université Paris-Dauphine, et coordonnée aussi un petit peu par la Caisse des Dépôts, pour faire de la recherche sur tout ce qui était blockchain, climat et transition énergétique, avec l'idée de travailler sur 2-3 concepts, l'un assez proche de ce que fait Pure Project et Vincent sur l'insetting, qui est vraiment tout ce qui est prix interne du carbone. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, de l'offsetting, pas simplement de l'insetting. Et je crois que l'intuition et l'initiative de Pure Project montrent qu'on a un vrai cas d'espèce là, il y a une vraie opportunité à développer quelque chose qui fait du sens. Avec là aussi utiliser la blockchain pour finalement donner de la confiance, puisque tout ce qui est soit, on va dire, marché volontaire de la compostation n'a pas toujours, il y a un très grand écart entre les très beaux projets, ceux qui sont moins bien, etc. Et la blockchain finalement permet de mieux valoriser, de mieux monétiser les projets qui peuvent démontrer une certaine qualité. Mais au-delà de ça, on a un projet, par exemple, pour blockchainer le registre national du climat, qui aujourd'hui est tenu par la Caisse des Dépôts, notamment dans le cadre du marché carbone européen. Un projet qui pourrait démontrer en fait que, notamment, notre idée, c'est d'aller présenter un POC. Un POC, c'est un Proof of Concept, donc c'est déjà un petit développement, voire plus si on y arrive, lors de la COP23 prochaine à Bonn, pour démontrer qu'en fait, la blockchain peut être un des instruments au service de l'article 6 de l'accord de Paris. L'article 6 de l'accord de Paris, c'est celui qui va organiser, puisque aujourd'hui, il y a tout à faire en fait, la suite des mécanismes de développement propre notamment, et va permettre d'instrumentaliser ou de donner un outil institutionnel sur la gestion des crédits RED+, notamment. Donc en fait, c'est tous ces échanges de crédits, de quotas carbone entre différentes organisations, qu'elles soient souveraines, qu'elles soient institutionnelles ou qu'elles soient privées. Et on pense que la blockchain peut être un élément, un instrument pour porter cette ambition-là. Et puis aussi tout ce qui concerne des projets qui concernent la gestion de l'électricité verte, la gestion du renouvelable, tout ce qui concerne les certificats de garantie d'origine, qui nous semble, pour lesquels la blockchain nous semble être particulièrement importante. Alors juste un point, parce que quand on parle énergie et blockchain, on pense souvent au côté extrêmement énergivore de la blockchain. Alors juste pour désamorcer ce sujet-là, on ne travaille en général pas sur des protocoles de type Bitcoin, dans lesquels effectivement qui requièrent une puissance de calcul extrême pour arriver à réaliser ce qu'on appelle les proof of work. On essaie de travailler sur des systèmes alternatifs qui sont mis en place, qui s'appellent le proof of stake ou le proof of trust, qui sont des systèmes en fait plus consensuels, qui ne nécessitent pas forcément une puissance de calcul élevée, mais un consensus élevé. Voilà, et qui sont évidemment beaucoup moins énergivores. Cette question qui est importante sur la consommation d'énergie, pour bien comprendre, elle est liée au fait que dans une blockchain, il y a sans arrêt des allers-retours. Parce que quand vous parlez de calcul, vous pensez à quoi exactement? Dans une blockchain, il y a sans arrêt des allées et venues de données entre différents acteurs, c'est ça? Il y a deux points énergivores. Il y a le proof of work en lui-même, qui requiert une puissance de calcul pour résoudre l'équation de minage qui va conduire à l'obtention des bitcoins, des tokens. Donc ça, c'est de la pure puissance de calcul. Et comme on le disait avec Vincent tout à l'heure, ça se traduit par des fermes d'ordinateurs en pays du Chine. Je crois qu'il y a en gros, c'est une règle de Pareto, il y a 20% du minage qui est réalisé par 80% du minage qui est réalisé par 20% des acteurs. Il y a à peu près 5000 firmes qui réalisent à peu près 80 à 90% de l'ensemble des bitcoins en circulation aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, effectivement, il y a la nécessité de pouvoir tracer. En fait, le réseau se retrouve sur chacune des portefeuilles. Donc chacun a un petit morceau du réseau. Et la nécessité de tracer l'ensemble des transactions depuis son origine
forcément conduit à une disponibilité de mégaoctets en permanence qui est forcément énergivore. Donc c'est sur ces deux aspects qu'il faut travailler absolument. Vincent, on parle de cette question de la consommation d'énergie de la blockchain. Vous travaillez très concrètement dans le cadre de vos projets avec ces outils. Vous avez évoqué tout à l'heure d'autres outils possibles que cette blockchain. Alors, quelles pourraient être des alternatives qui ressemblent un peu à cet outil, mais qui dépasseraient les limites qu'on vient d'évoquer avec la question de la consommation d'énergie? Alors, je ne dirais pas qu'on travaille encore avec ces outils, on les développe de manière expérimentale. On développe dans le cadre d'une association avec d'autres acteurs et partenaires qui pratiquent l'in-setting, un registre blockchain expérimental sur lequel on teste. Et du coup, l'alternative qui existe aujourd'hui et qui est opérationnelle, c'est pour le marché du carbone volontaire, c'est un registre central qui est tenu par une institution bancaire qui s'appelle Markit, qui est assez bien référencée. Et donc, c'est un site web sur lequel seul Markit peut agir et peut générer les crédits et les annuler quand vous vendez un crédit carbone à un acteur qui veut compenser ses émissions. Donc ça, je pense que c'est pas très énergivore, mais c'est central et ça crée aussi un monopole économique sur le marché de l'enregistrement des crédits carbone qui, je trouve, est un petit peu désagréable parce que c'est pas vraiment le sujet. Mais de fait, le registre est central, donc il doit être monopolistique. On ne peut pas avoir plusieurs registres crédit carbone. Donc le fait que ce soit détenu par un acteur privé est, je trouve, un petit peu embarrassant. Et alors que l'idée d'un registre décentralisé, public, qui pourrait être administré par une structure associative, me paraît plus intéressant. Et après, sur l'alternative, en effet, sur l'outil qu'on développe de manière expérimentale au sein de l'association plateforme de l'in-setting, il est en Ethereum, donc en ce que Stéphane appelle le Proof of Stake, en tout cas ce qu'on est en train de développer, donc de sortir du Proof of Work. Alors après, c'est un peu des mots un peu compliqués, mais juste pour dire simplement, le minage, c'est quand on envoie une donnée sur le registre, on dit qu'elle est minée un certain nombre de fois par des acteurs indépendants différents. Donc, peu importe ce qui se passe derrière, ça veut simplement dire qu'il y a pas mal d'opérations de calcul d'ordinateurs informatiques qui sont générées, qui sont réalisées, et qui sont toutes énergivores et qui sont très nombreuses. Et l'idée du Proof of Stake, c'est qu'on va diminuer la puissance de calcul de chaque opération nécessaire. On va demander moins de puissance à chaque acteur, mais on va demander plus de fiabilité consensuelle et que chaque acteur se revoie mutuellement, un peu comme dans tout ce qui se fait de manière collaborative. Et donc on n'a plus du tout le problème de la preuve de travail, Proof of Work. Donc, pour prouver qu'un humain est passé derrière chaque étape du protocole, c'est simplement la participation d'un nombre d'acteurs indépendants, centralisés, fiables, qui prouve, qui bloque la chaîne. Et donc, du coup, on n'est plus du tout dans les mêmes taux d'énergie. Parce qu'en effet, sinon, c'est un petit peu embêtant de travailler sur un sujet climatique avec des consommations énergivores exponentielles comme celle-là. C'est sûr que c'est un joli paradoxe de vouloir résoudre la question climatique en consommant beaucoup d'énergie. Moi, j'ai une dernière question et après, je laisserai la parole à la salle. Imaginons que la prochaine COP puisse s'organiser en intégrant une blockchain pour ces décisions. Tous les gens qui vont composer cette blockchain, c'est qui en fait? C'est les États, c'est des ONG, c'est tout le monde. Est-ce que tout le monde peut prendre part? Enfin, je veux dire, comment ça se décide, ça? Alors, pour la prochaine COP, on n'y sera sans doute pas, il ne faut pas rêver, mais on peut imaginer un horizon un peu plus lointain. En fait, ça peut se décider à plusieurs étages, et je pense que c'est l'intérêt de la blockchain. Ça peut, par exemple, se concrétiser par ce que fait par l'in-setting. Ça peut se concrétiser aussi par des monnaies locales. Je pense par exemple au Solar Coin, etc., ou des Carbon Coins en fait, locales qui incorporeraient. On n'a pas parlé, il y a une notion très importante dans la blockchain qui est le concept de smart contract, qui est le contrat qui est enregistré, alors qu'il n'existe pas ou pratiquement pas sur le Bitcoin. Il y a le script qui est un petit peu différent, mais qui est en gros une invention, en tout cas c'est Ethereum qui l'a développé, sur lequel on peut enregistrer un certain nombre de paramètres.
et qui permet d'authentifier ces paramètres, en fait. Et à partir de là, on peut très bien imaginer que des monnaies locales qui n'ont pas toujours la confiance qu'on voudrait qu'elles ont dans leur utilisation, on pourrait très bien imaginer d'intégrer dans les paramètres de cette monnaie locale une composante carbone, par exemple. Voilà, si vous avez fait des efforts, améliorer votre consommation énergétique, gagner des points parce que vous avez fait de l'offsetting ou de l'insetting, vous pourriez par exemple gagner des points sur une monnaie carbone. Ensuite, on pourrait imaginer un réseau un peu plus régional qui inclurait tout ce qui est smart cities par exemple, et puis ensuite un niveau national au niveau des émissions du registre national du carbone. Et ensuite, à supposer que l'ensemble de ces initiatives travaillent sur un protocole qui utilise à peu près le même langage, on peut créer de l'interopérabilité entre les différents régimes et là créer en fait pratiquement une monnaie carbone globale. Ça serait un petit peu le rêve du système qu'on pourrait pouvoir présenter dans une COP ultérieure, quoi. Ouais, donc on comprend bien, en fait. L'idée, c'est d'arriver à faire émerger des initiatives qui puissent déjà fonctionner avec ce registre et puis, à un moment donné, de les regrouper et de les faire travailler ensemble. Hein. Ouais, donc, il y a vraiment l'idée à la fois d'éclater les acteurs et en même temps de les réunir par cette technologie. Mais aujourd'hui, il existe pratiquement, enfin, tu as bien fait de le dire, il y a très peu de projets concrets sur la blockchain. Ouais. Vraiment. Je vois les affiches de BNP Paribas. BNP Paribas est en train simplement de mettre en œuvre un projet sur le crowdfunding avec Mars Angels. Du crowdfunding qui sera basé sur une blockchain. C'est vraiment un des premiers projets grand public qu'on peut voir sur le marché aujourd'hui. On est vraiment au stade de POC ou de pilote. Hein. Ok. C'est très excitant en même temps de voir une aventure comme ça émerger. Et c'est vrai que ça reste assez abstrait de s'imaginer comment fonctionne cette blockchain. Je voudrais vous passer la parole et ceux qui ont des questions, eh bien, qu'ils se fassent entendre. Voilà. Merci. Bonjour. Ça fonctionne ? Non. On m'entend ? Ok. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Bon. Je vais essayer de parler près du micro comme ça. Ok. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur le problème énergétique qui, à mon sens, c'est bien de l'avoir abordé parce que je pense que c'est un peu l'éléphant dans la pièce, mais je pense qu'il a été évacué un petit peu rapidement. Pour donner quelques ordres de grandeur, effectivement, pour permettre à ceux qui n'ont pas forcément ces ordres de grandeur-là en tête, aujourd'hui, le Bitcoin, qui est une vraie blockchain, comme vous l'avez dit, avec la notion de proof of work, et ce que ça implique en termes de capacité de calcul, les études ont montré qu'on estime que la puissance nécessaire pour faire le minage est entre 250 MW et 3 gigawatts à l'heure actuelle, alors qu'on est finalement sur une toute petite chaîne, toute petite blockchain. Hein. Donc, sachant que, voilà, je rappelle qu'un gigawatt, c'est une tranche de centrale nucléaire quand même. Hein. Donc, ma question, c'est, premièrement, dans les solutions que vous envisagez, jusqu'à quel niveau de taille vous pensez arriver, parce que moi, ce que j'ai entendu en fait comme solution alternative justement à une blockchain pure pour résoudre les problèmes énergétiques, c'était soit, première solution, quelque chose avec un registre centralisé qui finalement n'était pas une blockchain, où on avait un tiers de confiance classique, bon ben voilà, rien de nouveau sous le soleil, soit, je dirais, une simili-blockchain où on s'arrête effectivement dans le cryptage et dans le minage pour simplement augmenter la valeur au niveau d'un consensus, mais qui nécessite quand même de l'interaction avec un certain nombre de nœuds qui elle-même va être exponentielle au fur et à mesure qu'on va faire augmenter ce nombre de nœuds. Donc on reste quand même dans une problématique exponentielle. Donc je voulais savoir, par rapport au gain énergétique en regard avec une blockchain traditionnelle, à quel ordre de grandeur on était et qu'est-ce qui était raisonnable d'envisager comme type de solution en termes de nombre de nœuds pour qu'on ne soit pas de nouveau quand même dans des consommations énergétiques délirantes. Parce que, je vous dis, le Bitcoin aujourd'hui est une toute petite blockchain par rapport aux idées qu'on entend parfois circuler dans différentes conférences. Ok, merci pour cette question. Qui veut répondre? Je me lance. Non, mais vous avez raison de dire que c'est une petite blockchain. Hein,
Le Bitcoin, ça représente à peu près 7 milliards de dollars en circulation, je crois. Donc, ce n'est pas grand-chose à l'échelle de la masse monétaire de la planète. Et effectivement, si on fait son bilan carbone, c'est un gouffre énergétique. Donc, et le bilan carbone est largement négatif. Et si on doit appliquer une empreinte carbone à chaque dollar émis, c'est catastrophique. Donc, il faut... Pardon ? Si on prend le mix énergétique européen moyen, on est à peu près à $60 d'électricité. Le mix énergétique du Bitcoin, il est très chinois, donc il est très carboné. Ouais, donc, c'est encore pire. Sur les 5000 fermes qui minent du Bitcoin, 80% sont en Chine. Donc on a un mix extrêmement carboné et c'est pas positif du tout. Donc il faut absolument sortir de cette logique, on est tout à fait d'accord avec vous. Et alors ça va être un des objets des travaux, notamment de l'école des ponts et chaussées. Ça va être de travailler justement sur l'empreinte carbone de la blockchain et comment réduire. Mais on fait des sauts assez, peut-être pas exponentiels, mais presque assez gigantesques quand on sort de la proof of work et qu'on va vers des systèmes consensuels. On fait vraiment des sauts gigantesques. Voilà. Alors après, il faut élargir le consensus de façon à ce qu'il soit aussi solide que du proof of work. Et c'est là où l'équilibre est à trouver. Hein. Il y a un équilibre à trouver. Et je ne pourrais pas vous donner de chiffres précisément, mais c'est vraiment une des pistes de travail, une des missions de travail de l'école des ponts et chaussées sur ce sujet-là. Voilà. Pas forcément. Wikipédia est une très belle machine collaborative avec un impact formidable et qui a une empreinte carbone très faible. Donc pas forcément, non. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle? Oui, là-bas au fond. Bonjour. Je voulais parler de la gouvernance. Je voulais savoir s'il y avait des niveaux d'éthique ou de transparence dans la blockchain. Est-ce qu'elle est fondamentalement transparente, quels que soient les acteurs qui se regroupent pour concevoir le projet? Ou est-ce qu'il y a des niveaux d'éthique et de transparence? Voilà. Vincent, vous voulez répondre? Moi, de ce que j'en connais, je vois ça comme un outil qui dépend de la manière dont on l'utilise. Donc je ne pense pas que Stéphane pourra me contredire si je me trompe, mais je ne pense pas que de manière inhérente à la blockchain, il y ait une éthique, ça dépend de la manière dont on l'utilise, quoi. C'est simplement un protocole. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que ce soit conçu aussi par une structure qui ait une gouvernance avec des standards éthiques. Et donc nous, dans notre approche expérimentale associative qui réunit donc des entreprises, des ONG, des opérateurs de projets, des instituts de recherche, on travaille sur ce mode de gouvernance. Et l'intérêt après de la blockchain sur la recherche, qui est un outil de recherche de consensus, c'est quand on va définir cette gouvernance, elle peut se matérialiser concrètement par telle donnée du registre ne peut être éditée et loquée que si tant de personnes l'ont signé, l'ont validé. Et on va dire, il faut que l'auditeur qui a validé ce projet environnemental signe le registre pour que la donnée soit valide, mais aussi l'entreprise, mais aussi l'opérateur de projet, mais aussi la coopérative agricole sur le terrain qui voit les choses se passer. Et quelque part, du coup, il y a un consensus sur le claim qui est fait et qui est enregistré. Et ça, c'est une utilisation qui est possible grâce au protocole. Encore une fois, ce n'est pas propre à la blockchain, mais c'est la manière dont tu l'utilises. Et après, sur la gouvernance de la structure qui doit opérer ce registre, nous, il y a une initiative qu'on aime bien qui s'appelle ISEAL, ISIL en anglais, qui est, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une alliance, une organisation internationale qui réfléchit à justement c'est quoi la bonne manière de gérer des standards ou des approches de développement durable, sustainability. Donc c'est c'est la métaphysique de standards. Et donc c'est des bonnes pratiques sur si vous faites une association qui veut avoir une gouvernance éthique, transparente, inviolable, etc., voilà les règles absolument à suivre. Donc c'est aussi un moyen de garantir que la structure qui opère l'outil, elle suit aussi des bonnes pratiques et qu'elle aussi n'est pas avec de mauvaises intentions. Et donc, dans le cadre de la plateforme e-setting, on a l'ambition de suivre les pratiques de l'ISEAL, ISEL. Non, c'est une très très bonne question, parce que la blockchain, c'est en fait en soi une gouvernance, et c'est en soi une éthique. Et donc c'est une forme d'organisation, et c'est en soi une idéologie en fait.
Donc c'est une forme d'organisation à part entière, c'est une forme de gouvernance à part entière, et c'est une éthique à part entière, puisqu'en fait, la loi, c'est le code. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir à comment on peut s'affranchir de règles mathématiques, parce que ce qui est codé au départ est on peut difficilement revenir en arrière, c'est la loi. Et la loi, dans la blockchain, est difficilement réajustable. Hein, on parlait tout à l'heure avec Vincent d'un schisme qu'il y a eu sur Ethereum après le scandale de DAO. Alors, la gouvernance de la blockchain, c'est que pour avoir le contrôle, il faut en prendre plus de 50% en gros des potentiels de minage. Mais derrière ça, on a senti avec la DAO, puis on le sent très bien dans le papier fondateur de la blockchain, c'est vraiment une idéologie en soi. Donc c'est vraiment sortir d'un système centralisé pour se reporter sur un système décentralisé. Et il y a deux écoles. Soit c'est une règle de substitution à un procédé existant, à un système existant. Je parlais par exemple du règlement de livraison. On va substituer la blockchain à un règlement de livraison. Il n'y a pas vraiment d'idéologie derrière. Soit par contre on crée quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Et là, on a des règles éthiques, etc., qu'il faut s'imposer dès le départ et auxquelles il faut bien réfléchir dès le départ parce qu'on peut difficilement revenir en arrière. Donc je pense que c'est une question extrêmement importante, au contraire. Alors je vous propose qu'on prenne une dernière question, à condition qu'elle soit rapide et que la réponse le soit aussi. Mais ça sera très rapide. Je vous écoute. Moi j'ai pas compris grand-chose, je suis désolé. Pour moi, le Bitcoin, c'est une monnaie que je croyais spéculative, mystérieuse, une pompe à blanchiment, etc. J'étais venu là pour essayer de comprendre. Je n'ai pas compris, je suis désolé. Et j'aimerais que vous m'expliquiez très rapidement, dans le cadre de l'exemple du vin frelaté chinois, comment ça va fonctionner. C'est concrètement comment ça va fonctionner. Comment la blockchain va permettre de lutter contre ce problème de vin chinois. Peut-être que comme ça, je vais essayer de comprendre un peu mieux. Merci. Merci. Ce n'est pas un exemple que je connais très bien parce que je l'ai appris il y a 3-4 jours, donc je suis tombé dessus. Par exemple, sur le système de la SACEM, qui va consister à enregistrer les droits des auteurs-compositeurs sur le registre de la blockchain, ça va permettre de décentraliser totalement. D'abord, là, on est dans la règle, on ne crée pas un système nouveau, on le déporte tout en élargissant son périmètre. Donc ça va permettre d'avoir d'un coût de traitement beaucoup plus efficace. C'est une question importante. Et on n'est pas venu là pour expliquer ce qu'était le Bitcoin, on est vraiment venu là pour expliquer les applications au-delà du Bitcoin plus positives et plus durables de technologies de type blockchain. Et ça permettra d'abord aux auteurs-compositeurs d'être payés un peu plus rapidement, d'éviter le piratage, puisqu'il y a toujours des liens. Quand on parle blockchain, il faut aussi penser big data et aux liens qu'on peut avoir. La blockchain peut servir de filtre au big data. Et évidemment, s'il y a du piratage ou s'il y a par exemple des morceaux sont joués sur une radio, sur le net, etc., ça permettra aux auteurs-compositeurs de s'assurer qu'ils sont rémunérés. Donc on va aller scraper en fait les diffusions qui sont faites sur le big data et on pourra rémunérer en conséquence l'auteur-compositeur et puis on pourra s'assurer qu'on a rémunéré la bonne personne à une vitesse beaucoup plus rapide. Voilà. Non, en l'occurrence là, non, parce que en général, on n'en a pas parlé, mais une vraie blockchain est nécessairement ouverte. Il y a des blockchains fermées. Moi, mon avis, c'est qu'une blockchain, par définition, doit être ouverte. Mais il y a des blockchains fermées et il n'y a pas nécessairement de la crypto-monnaie attachée à chaque blockchain. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas de crypto-monnaie, c'est un système d'enregistrement, mais qui permet d'éviter le piratage. Qui n'est pas parfaite, mais qui... Alors, dans la Bitcoin, ce que vous avez fait allusion, c'est effectivement... On a besoin de 2 signatures. Il y a 2 signatures électroniques dans 2 clés. Il y a une clé publique et une clé privée. Et on ne sait pas forcément dans la blockchain Bitcoin qui est derrière la clé privée. Donc il y a un anonymat qui peut effectivement favoriser des transactions anonymes qui ne sont pas forcément légales, par exemple. Et c'est effectivement, quand on veut s'éloigner du Bitcoin, c'est aussi de ce type de pratique dont on veut s'éloigner. C'est important de le souligner. Merci, j'espère que c'était un petit peu plus clair. Merci à tous d'être venus et merci à Stéphane, à Vincent et bonne fin de journée.